Coucou les pilotes, ici Ayette Tizen de la chaîne Décolle ta vie, la chaîne qui vous inspire, qui vous impacte et qui fait décoller votre vie. Alors si ce n'est pas encore fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et comme d'habitude, aujourd'hui on a un invité de taille avec nous, puisqu'aujourd'hui nous avons un expert en copywriting, Mister Email, que j'ai nommé Jérémy Bambini. Coucou Jérémy. Hello Ayette, merci de ton invitation. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation, Jérémy. Merci d'être là avec donc les pilotes sont les personnes de la communauté de la chaîne Décolle ta vie. Et donc du coup, ils prennent en main. T'aimes bien? Bon, t'adhères. J'aime bien pilote. Donc l'idée, c'est vraiment de leur donner des tips, de leur donner des conseils. Et dans un premier temps, c'est d'abord de leur parler de toi. Comment toi, déjà, tu as pu faire décoller ta vie. D'accord? Par quelle escale tu es passé, par voilà. Donc, présente-toi. Comment j'ai fait décoller ma vie? Alors, pour t'expliquer mon parcours, c'est à la fois simple et chaotique. Je suis un ancien militaire. Quand j'étais petit, mon rêve c'était de piloter des avions de chasse. Donc j'ai passé le concours, je suis rentré dans l'école et j'ai été instructeur sur simulateur de Mirage F1. J'ai fait du faux avion, j'ai fait du vrai avion, donc j'ai eu si tu veux, la chance de vivre ça. Donc quand tu parles de pilote et de faire décoller sa vie, c'est à ça que je pense en premier. Mais l'idée c'est voilà. Donc l'idée c'est que j'ai fait ça et cette première expérience, c'était mon premier vrai métier, même si j'ai fait des petits bouts de job d'été avant de rentrer dans l'armée, je suis rentré à 20 ans. C'est ce jour-là que j'ai compris que je pouvais faire en gros à peu près ce que je voulais. Je m'étais bien préparé, on a bien essayé de me dissuader sans méchanceté, mais si tu veux, si j'écoutais mon entourage, j'aurais même pas passé le concours parce que j'ai un bac littéraire, j'ai aucun parent dans l'armée et j'étais bon pas très fort en maths. Donc du coup, j'avais mis de côté ce rêve pendant un moment et un jour, j'ai fini par feuilleter un magazine, le magazine officiel de l'armée de l'air, et je tombais sur un petit encart comme ça qui disait comment devenir pilote de chasse. Et j'ai vu que les conditions, en fait, ne précisaient pas de bac scientifique ou quoi que ce soit. Bac général suffisait. En fait, pour faire simple, il y a 3 façons d'y entrer. Il y en a une qui effectivement demande d'avoir maths sup, maths spé, mais il y avait une autre voie en fait qui était ouverte à tous les bacs. Et voilà. Et c'est ça que j'ai tenté. C'est ça que j'ai tenté. Et si tu veux, quand j'ai compris ça, alors pour confirmer, je suis quand même allé dans un bureau de recrutement et j'ai posé la question clairement, est-ce que je peux rentrer? Ils m'ont dit oui, monsieur, vous pouvez rentrer. Et c'est là que j'ai compris une chose très importante qui m'a servi toute ma vie, qui me sert encore. Ouais, c'est que je dois faire très attention à qui est-ce que j'écoute. Écoutez ceux qui savent. Si j'avais écouté mes parents, la conseillère d'orientation, mes profs, je n'aurais même pas tenté le concours. Et je serais passé voilà, à côté de ça, t'imagines. Devant cette belle expérience. Voilà, donc j'ai fait quelques années. Après, pour faire court, les réformes de la défense se sont mises en place. Il y avait des incitations au départ et j'étais dans une phase où je commençais à m'interroger sur ce que je comptais faire après. Je commençais à être un peu fatigué d'être bahuté d'une base à l'autre, de pas avoir le contrôle en fait de ma situation. Donc commençait à germer l'idée d'être entrepreneur, même si je l'appelais pas comme ça. Je savais pas quelle forme ça allait prendre et je commençais à me dire tiens, ce serait bien s'il y avait un moyen de pouvoir travailler de n'importe où, de faire en sorte que changer d'endroit n'impacte pas son revenu, pouvoir avoir un revenu illimité. Et je n'avais aucune idée de quelle forme ça allait prendre, mais voilà, ça germait dans ma tête. Je me doutais que ça avait un rapport avec Internet, mais à l'époque, c'était pas les débuts d'Internet, mais
Facebook n'existait même pas, je crois, à l'époque où c'était le tout début. C'était les débuts. Ok. Ouais. Et donc j'ai demandé ma reconversion dans le civil. L'armée a été généreuse puisqu'ils m'ont donné le budget maximum. Ils considèrent que quand on a piloté des avions, on peut tout faire. Donc ils m'ont dit faites ce que vous voulez, on vous donne la grosse enveloppe. Et j'ai dit bah voilà, il y a cette école d'informatique qui était intéressante. Voilà, je me pensais me reconvertir dans l'informatique. J'ai rapidement trouvé un emploi alors, qui était en 3-8. Et c'est pendant cette période-là de salariat qui a duré 5 ans, je crois, que j'ai commencé à me former en parallèle à diverses compétences que je pourrais exploiter à distance. Donc j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé d'apprendre à développer, je suis pas du tout développeur, j'ai essayé d'apprendre à créer des sites web et puis je suis tombé un jour sur une vidéo d'un gars qui vivait sur une île paradisiaque et qui disait qu'il gagnait sa vie avec son blog. Et j'ai dit ça peut être intéressant de créer un blog, mais je pensais pas que ça allait marcher. Je commence à créer un blog sur l'alimentation et l'entraînement parce que j'avais décidé de me remettre en forme. Okay. Ouais, alors jamais été en surpoids. C'était plutôt l'inverse en fait. Je manquais plutôt d'énergie et puis le travail en 3-8 commençait à être fatigant donc. Voilà, j'ai commencé à me renseigner sur des techniques pour le sommeil, sur l'alimentation, sur l'entraînement. Et je documentais ça, en fait, sous forme de blog. J'avais commencé même à mettre des petits liens d'affiliés vers les compléments alimentaires que j'essayais. Et je commençais à avoir comme ça un petit complément de revenu, mais pas de quoi quitter mon job. Ouais, tout à fait. Donc, comme j'étais en travail de nuit, c'est vrai que j'avais des jours de repos, des fois en milieu de semaine. J'avais des fois des moments très creux où il se passait rien au niveau de l'activité. Donc je me formais sur divers trucs. Je partais un peu dans tous les sens. Et un jour, je tombe sur un mot que j'avais jamais vu, c'est copywriting. Et je vois le mot, je dis ça a l'air chiant. Kesako. Kesako, mais en fait le formateur qui avait créé cette formation en blogging avait dit. Il avait envoyé un PDF, il avait dit lisez ça et vous aurez tout compris sur copywriting. Et moi, comme j'étais un bon élève, comme je suis bon élève, j'ai lu l'e-book. Ça parlait de comment rédiger une page de vente. Et après avoir lu 2-3 pages, j'ai eu l'épiphanie, comme on dit. C'est là que je me suis dit c'est avec ça que je vais quitter mon emploi et gagner ma vie. C'est avec cette compétence. Là, tu avais eu le déclic. C'est le seul gros déclic, un premier gros déclic que j'ai eu, c'est que j'avais réalisé que je pouvais générer de l'argent, gagner ma vie sans montrer ma tête. Parce qu'à l'époque, le blogging commençait à descendre et on commençait à dire, YouTube montait en puissance et on commençait à dire, maintenant il n'y a que la vidéo, le texte c'est mort, etc. Parce que pour moi, ça me gonflait de faire des vidéos. Je voulais pas me montrer, m'afficher comme ça. Sur YouTube, surtout que j'étais encore salarié, tu vois, donc... oui, c'était pas encore d'actualité. Voilà, donc et j'ai vu ça. Et quand j'ai commencé à comprendre quelques grands principes du copywriting, c'est là que j'avais pris la décision de ne plus jamais rien écrire sur le web sans avoir un objectif derrière, un objectif de conversion. C'est-à-dire que ça a radicalement changé ma façon d'écrire, même de simples articles de blog. Quand j'écrivais une recette, j'avais dans l'idée que le lecteur n'est qu'une seule envie après avoir lu la recette. Je la vendais la recette en quelque sorte. Je l'imaginais en train de lire la recette, courir à sa cuisine et faire tout de suite la recette. Et j'écrivais tout comme ça. J'ai créé des pages pour vendre des produits en affiliation et j'ai créé mon premier produit, premier e-book. Et c'est là que ça a généré un revenu un peu plus important, toujours pas suffisant pour quitter mon emploi, mais j'ai réalisé que je pouvais créer de l'argent. Oui, c'est là que ça commençait à se clarifier au niveau de comment j'allais gagner ma vie, comment j'allais quitter le salariat et vivre de ma nouvelle compétence qui est le copywriting. Voilà. Tu as mis un plan d'action, du coup? J'ai créé mon plan diabolique qui est écrit sur mon petit calepin au stylo et c'est drôle que tu parles de ça parce que je l'avais pris en photo et je l'avais envoyé, je l'avais publié je l'avais envoyé par email à ma liste quand j'avais démarré mon deuxième site. Donc mon premier site parle
d'alimentation, plus spécifiquement de jeûne intermittent et d'entraînement kettlebell, parce que c'est ce que je faisais, c'est ce que je fais toujours. Donc voilà, donc en fait je documentais ce que je faisais. Et puis bon, comme je suis genre allé vraiment en profondeur dans les sujets, je suis devenu après instructeur kettlebell. Jeûne intermittent, ça fait maintenant 10 ans que je pratique, je vis avec ça. J'avais même acheté, pour valider, si tu veux, mes acquis, une certification en nutrition par correspondance. Et après, j'ai réalisé, en fait, à force de vendre mes offres par mon blog, j'ai réalisé que l'essentiel de mon chiffre d'affaires était généré par les emails. Et à l'époque, j'envoyais 2 emails par semaine. Je n'osais pas en envoyer trop parce que j'avais peur des désinscriptions et je m'étais dit, personne n'envoie un mail par jour, ce serait complètement fou. Ça serait trop. Voilà. Okay. Sauf que voilà, je me forme, je regarde un peu ce que font les marketeurs et copywriters américains et j'en vois certains, 1 ou 2, qui envoient un email par jour. Et un jour, je décide d'essayer. Mais c'était des emails différents. C'est vraiment des emails sur le ton conversationnel. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais tenter, je vais faire ça. Je me donne 1 semaine, et puis au bout d'1 semaine, je regarde en fonction du nombre de désinscriptions, je fais le ratio vente des inscriptions. Et je me mets en fait je teste. Je me fais un test et je me mets à écrire à ma liste un email par jour, comme si j'étais en correspondance avec mon client idéal et je lui donne un conseil, comme ça, truc très précis. Et j'essaye d'envoyer des emails très courts, 250, 350 mots. Et ça cartonne. J'ai mes programmes qui se vendent davantage. J'avais créé une offre à abonnement à l'époque. Ça avait boosté des inscriptions. Wow. Et ça m'a fait passer à un autre niveau. Et j'ai quitté. Ça a éclaté une croyance. Oui, ça a éclaté une croyance selon laquelle mes clients ne veulent pas entendre parler de moi. C'est ça, exactement. Croyance stupide. Voilà. Et j'ai continué comme ça, et puis ça continue à croître, et j'ai quitté mon emploi. Et j'ai quitté le salariat définitivement. Et à force de continuer comme ça, il y avait des entrepreneurs qui avaient rejoint ma liste, ils voyaient ce que je faisais, ils ont commencé à me demander est-ce que tu pourrais pas écrire ma page de vente, est-ce que tu pourrais pas écrire des emails, et j'ai fait comme ça des prestations de copywriting en plus. Parallèle. En parallèle en fait, parce que comme j'avais recentré mon système tout autour de l'email, ça avait fortement réduit ma journée. Et rédiger un email, ça me prenait 30 minutes. J'ai rédigé mon email, j'ai envoyé mon email. J'avais déjà un catalogue produit, donc j'en créais plus trop de nouveaux. Puis il y avait mon abonnement, qui tournait et qui générait du revenu récurrent. Et j'ai continué comme ça. Et en parallèle, j'ai fait des prestations. J'ai fait des prestations de copywriting pour faire d'autres expériences, écrire sur autre chose. Et après, on a fini par me dire, il faut que tu parles de ton système qui permet de travailler que 30 minutes par jour. Et c'est devenu la journée 33 minutes. Voilà, qui documente ma façon de travailler. Donc, tu peux nous en parler de cette journée de 33 minutes, top chrono. Alors, la journée de 33 minutes, c'est une façon de travailler, c'est un système qui permet de faire en sorte que le marketing de son activité, qui permet de générer ses clients et construire sa liste, ne prenne pas plus d'1 heure par jour. Donc, c'est un système que j'ai créé pour à la fois tisser une relation forte avec son audience et trouver de nouveaux clients. Voilà. Donc, c'est la journée de 33 minutes, c'est juste la partie marketing qui permet de trouver ses clients et construire sa liste. C'est pas le temps de travail total. Voilà. D'accord. Mais ça marque en fait la régularité, finalement. Alors, il y a ça. Effectivement, on me demande est-ce que je rédige mes emails à l'avance ou est-ce que je rédige au jour le jour. Ça dépend. Je change, ça dépend de mon état, ça dépend de ma motivation, de mon énergie, de ce que j'ai envie de faire. Je suis passé de l'un à l'autre. Je dis par défaut, je privilégie la régularité pour avoir une routine et garder quelque chose de fixe dans la journée. Comme ça, il peut arriver n'importe quoi dans le reste de la journée. Au moins, on aura fait le matin, par exemple, ces 33 minutes, on aura rédigé son petit texte. Donc, ce qui se passe concrètement, en général, c'est que
Je lance mon timer sur alors exactement 33 minutes et 33 secondes. C'est un chiffre complètement arbitraire que j'avais entendu dans un vieux séminaire, un vieil enregistrement de séminaire de copywriting. Donc j'ai pris la même chose. Resté dessus. Voilà, je suis resté dessus et mon défi, c'était de rédiger mon email, de l'envoyer à ma liste et de bidouiller un petit peu mes publicités Facebook. Okay. Donc j'ai fait, je fais ça pendant 30 minutes et des fois j'arrive à rédiger un email, des fois j'arrive à en rédiger 2, des fois 3, des fois 0. Alors des fois j'en rédige un et puis il est tellement pourri que je le publierai jamais. Mais c'est pas grave parce que comme il y a certains jours où j'en ai rédigé plus, je n'ai plus de pression de productivité. Et je n'ai jamais de problème. Je me bats jamais contre le syndrome de la page blanche. Depuis que j'avais lu un sujet là-dessus, et j'ai réalisé que c'est un problème typiquement occidental, que les Asiatiques, par exemple, ne connaissent pas le syndrome de la page blanche, parce qu'ils n'ont pas la même notion de attente de résultats, productivité. C'est vraiment des trucs d'occidentaux, ça. Et du coup, mon objectif, c'était juste de m'asseoir devant mon ordinateur, devant un fichier texte, et pendant 33 minutes, et après il sortira ce qui sortira. Voilà. Et j'envoie un mail par jour, et il y a des périodes. Alors depuis un certain temps, ce que je fais, c'est que j'écris le lundi et mardi, et je programme tous mes emails pour le reste de la semaine. Mais mercredi, jeudi, vendredi, j'écris quand même des petits trucs, mais ça va être sur d'autres projets. Donc ça va être un projet de livre ou une page de vente. J'ai toujours 2 ou 3 projets en cours. Je compte pas les emails comme des projets, mais des gros projets d'écriture. Oui, les mails, c'est vraiment à part. C'est dans ta routine, finalement. C'est dans ta routine quotidienne. Oui, c'est dans ma routine. Et si tu veux, on me demande si je tiens un journal quotidien. Et non, en fait, parce que ça fait pour moi, les emails quotidiens font le même effet. D'accord. Parce que le travail d'écriture, c'est un processus de clarification et c'est vrai que j'ai pas, peut-être que j'aurais des bénéfices à créer un journal à part, mais en l'occurrence, non. Ça a un aspect vraiment thérapeutique de créer quelque chose tous les jours et d'être dans cette régularité. Ça te rend plus serein, en fait, parce que ce que je disais, c'est que quand tu as une routine matinale, dès que tu as une structure, ça te permet de structurer sa journée, c'est bien après. Parce que si c'est le chaos après le reste de la journée, c'est pas grave. Ça permet de garder sa sérénité. Quoi qu'il arrive, j'ai envoyé mon mail du jour, donc j'ai fait une action qui a montré mon offre. Parce que chose très importante, chaque email vend, chaque email montre mon offre. Donc j'ai fait ce que je devais faire en tant qu'entrepreneur, montrer mon offre à mes clients potentiels. D'accord. Donc, chacun de tes mails, Jérémy, ce sont des mails promotionnels ou ce sont des mails de vente, tout simplement? Est-ce qu'il y a des phases... Ils sont structurés de la façon suivante. Tu as ça de contenu et un appel à l'action pour passer à l'étape suivante. Donc, en général, ça va être prendre mon offre. J'ai 2 offres. J'ai eu une petite offre, une offre minimaliste et une offre, mon offre alpha, c'est celle qui fait tourner la boîte en gros, quoi, et qui permet de se rémunérer correctement. Et ceux qui n'ont pas l'offre minimaliste, je leur propose l'offre minimaliste. Ceux qui ont l'offre minimaliste, je leur propose l'étape suivante qui est l'offre alpha. Donc j'ai un système comme ça très, très séquentiel, c'est très clair, ce qui fait que je sais exactement quoi proposer chaque jour quand j'écris. Je me pose même pas la question, en fait, parce que l'appel à l'action est mis quasiment automatiquement. Mais vraiment, j'ai créé mon système pour ne pas avoir chaque lundi, ou chaque semaine ou chaque mois à me dire, je vais faire la promotion de quoi ce mois-ci. Quel tarif je fais. Je fais pas de promotion, sauf quand je lance une nouvelle offre, mais c'est rare. Maintenant, ça va être quasiment jamais. Je raisonne pas en termes de campagne. Je raisonne pas en termes de campagne. C'est juste chaque jour, j'envoie un conseil. Et après, le lecteur a la possibilité d'aller plus loin. Il est libre d'aller plus loin. Et s'il veut pas, aucune pression. Je veux dire, j'écris tous les jours. Quand ce sera le bon moment pour mon lecteur. Pour lui, pour elle. Voilà. Le principe, c'est envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Donc, le bon message, ça, c'est du travail de copywriting et de recherche. À la bonne personne, pareil, c'est un travail de filtrage et l'email quotidien permet comme ça
de filtrer les personnes qui ont vraiment envie d'entendre ce qu'on a à dire, enfin de nous lire. Et le bon moment, ça, comme je ne sais pas quand ce sera, j'envoie un mail par jour. C'est ça. Du coup, je pense que la question que peuvent se poser nos pilotes, c'est vraiment quelle est cette offre minimaliste et quelle est cette offre alpha? Parce que là, c'est deux noms qui peuvent tout dire et rien dire en même temps. Donc, qu'est-ce que tu mets dedans, minimaliste et alpha? Oui, alors, oui, c'est vrai. Et offre minimaliste et alpha, c'est des termes internes. Alors, l'offre alpha, c'est une offre qui, à elle seule, doit permettre de payer charges et impôts, payer les frais et se rémunérer correctement. Si on n'a qu'une seule offre, cette offre à elle seule doit permettre de faire ça et sans avoir besoin de beaucoup de clients. Typiquement, c'est une offre entre, allez, on va dire, je recommande entre 3 et 10 000 euros, mais quand j'ai lancé, j'avais pas fait une offre à 3 000 euros, j'avais lancé une offre à 1 000 euros. Il m'a juste fallu plus de clients et c'est une offre qui doit être scalable, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas demander beaucoup plus de travail qu'il y ait 10 clients ou 50 clients. Voilà. Donc, c'est cette offre alpha. Donc, elle est relativement chère et du coup, ce qui peut se passer, c'est que quelqu'un qui s'inscrit, il va mettre un certain temps avant d'investir une telle somme en vous, il va avoir besoin de confiance. Donc, les emails quotidiens aident, mais il va y avoir un certain délai d'achat. Si on a la trésorerie pour supporter ce délai d'achat, très bien, on peut se contenter d'une offre alpha et puis l'offre minimaliste, peu importe. Là où c'est intéressant d'avoir une offre minimaliste, cette offre minimaliste, donc elle va être à très bas prix et elle va avoir plusieurs objectifs. Déjà, elle va absorber le coût publicitaire. Si vous faites de la publicité, vous mettez un certain budget et vous allez proposer très vite. Moi, je propose tout de suite après l'inscription à ma liste email, parce que je construis avant tout ma liste de prospects, avant de construire une liste de clients pour l'instant. Et elle va avoir cet objectif-là, faire en sorte que la publicité ne coûte rien, faire en sorte que acquérir un client ne coûte rien. L'autre objectif, c'est qu'elle va introduire notre audience à notre univers. Donc, ça peut être un extrait de l'offre alpha, ça peut être un résumé de l'offre alpha, ça peut faire la même promesse que l'offre alpha ou l'offre principale si vous préférez, mais les modalités vont être différentes. L'offre minimaliste, alors il faut que ce soit une offre qui se livre automatiquement, où vous n'avez pas à intervenir, parce que là par contre ça doit vous demander aucun travail supplémentaire, que vous ayez un client ou 1000 clients. D'accord. Voilà. Ça veut dire que cette offre, c'est une offre sous forme de formation, sous forme de où toi tu n'interviens pas. Oui, alors au niveau du format, ce qui est très important à comprendre, c'est que je ne recommande pas formation dans le sens où, enfin, ça peut être une formation, mais il faut que ce soit absolument sur un sujet précis et qui apporte un résultat tangible et spécifique et mesurable au client, et très vite, en quelques jours. Alors, ça peut être une mini-formation, mais au lieu, par exemple, de faire une formation pour devenir bon en marketing, par exemple, au lieu de donner une formation pour devenir copywriter, créer une formation pour récupérer 10 témoignages clients. Tu vois, quelque chose de très précis. C'est précis, oui. Voilà. Comme ça, à la fin du programme, c'est très simple. Soit on a les 10 témoignages, soit on les a pas. Soit on a réussi, il n'y a pas de truc entre les deux. Oui, j'ai pas très bien appliqué, mais j'ai quand même appris. Non, c'est oui ou non. C'est une offre binaire. Et important aussi, alors c'est plus subtil, mais c'est de la façon dont je travaille, c'est que je ne crée pas juste des tunnels de vente juste pour balancer des offres à la figure et générer du cash, et dès que ça marche plus, on passe à autre chose. C'est ce qu'on fait avec les membres de mes programmes, c'est qu'on crée vraiment un univers. Chacun on a sa propre façon de faire les choses. Moi, on me connaît pour une certaine chose, toi, Ayat, on te connaît pour une autre chose, et c'est important en fait de pouvoir introduire notre audience à notre univers. Et l'intérêt, c'est que cette offre minimaliste va générer des appels, parce qu'en général, les offres chères, on les fait sur rendez-vous. Ça va permettre de générer des rendez-vous très qualifiés, puisque ce seront des personnes qui auront déjà investi chez vous, qui auront été en contact avec votre philosophie, et si elles ont déjà eu un résultat grâce à votre offre minimaliste,
Là, elles ont la confirmation que vous êtes quelqu'un qui fait des promesses et qui les tient. Donc, ça. Les rendez-vous que vous avez après, les rendez-vous que vous avez, c'est vraiment des simples formalités. Moi, j'ai pas de script de vente, de tactique de closing, de persuasion, quoi que ce soit. Les appels que j'ai, c'est rappelle-moi le tarif, combien de temps dure le programme, oui ou non, oui, ou je peux pas me le permettre tout de suite. Enfin voilà, c'est oui ou non, mais en général, c'est oui. Donc j'ai moins de rendez-vous. Et par contre, ils sont très, très qualifiés. Et il y a une autre partie où il n'y a même pas d'appel. J'ai des clients qui sont très timides, qui n'aiment pas simplement qu'ils ont peur d'être closés, donc ils passent par l'email et puis ils me demandent le lien de paiement par email. Et puis après, on rentre dans le programme. Ouais, c'est ça. Donc il y a le choix. Il n'y a même pas besoin de passer forcément par le biais du téléphone. Non, pas besoin. C'est une approche multicanal, mais c'est assez récemment que j'ai mis ça en place. C'est quand j'ai réalisé que je demandais à des membres de mes programmes d'accompagnement comment ils m'avaient connu et puis ce qui les avait fait décider, ce qu'ils avaient décidé. Et une de mes membres m'avait dit, moi, je déteste le téléphone. J'attendais le lien de paiement. Mais c'est ça. Mais du coup, c'est super intéressant d'avoir ces feedbacks des personnes que tu accompagnes. Comme ça te permet aussi de voir comment ils fonctionnent et de voir quels sont leurs besoins aussi. Parce que si toutes tes offres passaient par le téléphone, tu pourrais passer aussi à côté de certaines personnes qui elles, évitent. Ça. Donc ça marche aussi. J'ai fonctionné qu'avec les rendez-vous quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé la journée de 33 minutes, c'était une page d'inscription. Une fois qu'on est inscrit, on reçoit un email par jour et je disais réservez votre session, réservez votre session. Et c'était toujours le même appel à l'action. À 99 mails sur 100, on va dire. Et puis j'ai construit cette activité comme ça. Elle a été très rentable en quelques mois. Alors que mon premier business, ça a pris des années avant de pouvoir. Voilà, donc ça a marché. Et après, c'est juste que c'est un cycle. Ce que j'apprends en fait à mes membres, c'est tout part de l'offre. C'est l'offre qui est le cœur du business. Pas d'offre, pas de business. Donc d'abord, on crée l'offre. Et des fois, ça déstabilise parce qu'il y en a qui ont l'éducation. Non, il faut créer un blog, envoyer de la valeur, construire une audience, après faire un sondage et déterminer en fonction des réponses quelle offre choisir. Et, non, commence par l'offre et on la balance et on tisse comme ça une relation avec les emails ou avec le canal, le média qu'on préfère le plus. Il y a des gens qui sont plus branchés vidéo, il y a des gens qui sont plus branchés audio, des gens qui sont plus branchés écrit, ce qui est mon cas. Il faut vraiment se concentrer sur ses forces plutôt que de chercher constamment à combler ses faiblesses parce que un tel a l'air d'avoir de très bons résultats avec la vidéo et on se dit qu'il faut faire ça. Oui. Et ce que tu es en train de dire, c'est une chose extrêmement importante, qui est que si ton client ou ton client potentiel, il a une demande urgente, si tu passes uniquement pendant un temps, rien que par les mails de valeur, etc., si lui est en urgence, tu réponds pas à sa demande rapidement, en fait. Donc, il est obligé d'attendre un certain nombre de mails avant que tu lui fasses ta proposition. Exactement. Tu touches un point important. Il y a cette croyance selon laquelle il faut un certain nombre de mails ou un certain nombre de points de contact avant de faire une offre. Mais l'analogie que je donne, c'est si quelqu'un a pris la peine de s'inscrire à votre liste ou de regarder votre page, c'est qu'il a un problème. Et un problème, il veut le résoudre, le plus vite possible. Donner une séquence email, une séquence de contenu avant de faire une offre, c'est exactement comme si vous aviez une grosse douleur à la dent, vous êtes dans la rue, vous voyez la première pharmacie que vous voyez, vous rentrez dans la pharmacie, vous dites au pharmacien, j'ai mal aux dents, donnez-moi quelque chose, et le pharmacien vous dit, ah non, d'abord je vais vous donner un livret gratuit, vous allez le lire, vous allez rentrer chez vous, le lire chez vous, ce sont les 7 conseils pour se soigner avec des plantes naturelles, et après vous revenez me voir, et puis on verra après. Voilà. Et non. J'ai mal, c'est maintenant, donnez-moi quelque chose pour soulager ma douleur. Voilà. Donc,
c'est pas une question de. Alors, à l'inverse, on peut vendre, on peut donner. C'est pas le fait de vendre, c'est que on donne la possibilité d'acheter, et je conseille de donner la possibilité d'acheter dès le premier email. Il n'y a pas besoin de mettre de l'urgence qui n'existe pas ou d'être agressif. C'est vous donner la possibilité d'acheter. Et une fois que vous avez vous avez ce changement d'état d'esprit, dans chacun de vos emails, c'est ça en fait. Vous donnez un conseil et puis après vous donnez la possibilité d'aller plus loin. Parce que le client ou le prospect se demande toujours, je fais quoi maintenant? Merci pour ce conseil, merci pour cette histoire, ça m'a inspiré, ça m'a fait sourire, ça m'a apporté de la valeur. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, si tu veux aller plus loin, on peut travailler ensemble. Je peux pas encore. C'est pas grave. Demain, je t'enverrai un autre conseil. Et quand ce sera le bon moment, il passera à l'action. Exactement. Il y a une graine qui est semée, en tout cas dans son esprit, qui est que au moment où il sera prêt, il y aura cette possibilité-là. Cette possibilité-là est là, elle est latente. Et quand lui sentira ou elle sentira le bon moment, il pourra l'actionner en fait. Donc c'est ça qui est. Exactement. Il y a le fait. Oui, l'idée, c'est d'être toujours dans l'esprit de son client idéal. Et qui va être dans l'esprit de son client idéal? Celui qui envoie un email par semaine par peur des inscriptions, même s'il envoie un gros mail formation avec énormément de valeur, ou celui qui chaque jour envoie un petit truc, une pépite, une histoire, un truc qui inspire ou qui donne une autre façon de penser, à qui on va passer en premier en fait? Celui qui envoie de la valeur plus souvent ou celui qui envoie de la valeur moins souvent? C'est comme ça que je vois les choses. C'est exactement ça. Du coup, toi, par rapport à ton parcours, du coup, est-ce que tu dirais que il y a des personnes qui ont été fondamentales en fait dans ton changement, dans le fait d'être Mister Email aujourd'hui? Alors, l'histoire la personne qui m'a la plus inspirée, je ne connais pas son nom, j'en ai entendu parler dans une formation. C'est un copywriter français qui s'est expatrié au Brésil et qui avait donc un copywriter français il avait sa maison au Brésil et il avait une particularité, c'est qu'il était réfractaire à la technologie. Il détestait les ordinateurs, il détestait Internet, où il avait une très mauvaise connexion Internet, je ne sais plus le détail, mais toujours est-il qu'il rédigeait ses pages de vente sur papier avec un stylo. Ensuite, il les mettait sous pli, il mettait dans une enveloppe, il envoyait ça à son assistante en France, qui elle la mettait en ligne, il l'envoyait à ses clients. Et quand j'ai entendu cette histoire, je m'étais dit, mais ce mec-là, il reste à 100% dans sa zone de génie. Il s'est débarrassé de tout le reste. C'est pas lui qui fait son marketing. Il pratique juste son art. Et cette histoire-là, en fait, c'est une balise depuis tout ce temps-là. C'est elle qui m'a amené à la journée de 33 minutes. Et je suis pas encore à son niveau parce que je m'ennuierais à faire la même chose. J'ai besoin d'une dualité. J'aime bien faire du travail créatif comme les emails et le copywriting, mais j'aime aussi la partie technique. J'aime bien les outils qu'on peut utiliser. Donc c'est pour ça que je pourrais me faire même des journées plus courtes que ça. Normalement, ce serait pas à moi de mettre en ligne des emails. D'accord. Mon premier business, par exemple. Ta zone de génie et aussi ta zone de curiosité aussi à utiliser des outils. Oui, exactement. Et en fait, la journée de 33 minutes me permet après de m'amuser le reste de la journée, de tester des choses. C'est ça qui m'a permis de tester des choses, de suivre d'autres formations, des trucs complémentaires, des trucs qui m'ont jamais servi, mais voilà, j'ai fait pour information, des trucs qui n'ont pas marché, donc lancer des nouvelles offres. Mais tant que je gardais ma routine de début de journée, tout allait bien. J'avais toujours des clients qui rentraient et ça m'avait donné cette sérénité, en fait. Après, c'est ouvert. Après, c'est ouvert sur ta curiosité, ouvert sur d'autres compétences, ouvert sur d'autres formations. C'est tout le reste du temps où tu combines ta journée comme bon te semble. C'est ça. Cet engagement du matin et c'est ça. C'est un engagement qu'on prend et après le reste de la journée, on peut se consacrer à ce qui est vraiment important pour soi. Si c'est
Si c'est faire plus de business, on fait plus de business. Si c'est de s'occuper de sa famille, s'occuper de sa famille ou de ses bêtes. Enfin, voilà, on a vraiment on se crée une entreprise pour supporter son style de vie idéal, plus exactement sa journée idéale. Si ça prend toute la journée et que les résultats sont moyens, c'est qu'il y a un problème. En fait, la raison d'être de la journée de 33 minutes, c'est que le marketing, c'est pas mon métier en fait. Mon métier, c'est d'accompagner les gens. Si vous êtes coach, c'est de faire du coaching. Si vous êtes formateur, c'est de créer ou d'animer vos formations. Mais remplir les places de formation, en principe, c'est pas votre métier. Et même si vous êtes marketeur, c'est pas votre métier vous devriez même pas vous devriez pas passer toute la journée à faire votre propre marketing. Vous devriez faire le marketing ou enseigner le marketing ou faire le marketing pour des clients si on est en prestation. Voilà. Mais son propre marketing ne devrait pas prendre la majeure partie de la journée. Ça devrait prendre un minimum de la journée pour consacrer l'essentiel à ce qui est vraiment important. C'est ça. Donc, à pratiquer sa zone de génie. Quel conseil tu pourrais donner du coup à nos pilotes, Jérémy, pour ceux qui passent justement énormément de temps? Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que beaucoup d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs se lancent et se retrouvent un petit peu dispersés, un peu coincés à être sur plusieurs tâches à la fois et du coup regrettent parfois le salariat où il y avait de telle heure à telle heure. Donc, quel conseil tu pourrais leur donner justement pour atteindre un niveau de sérénité et voilà, avoir du temps aussi pour eux? Alors, une des premières choses, c'est de faire le bilan de ses forces et de capitaliser dessus. Une fois que vous avez déterminé quel média... Oui, bah, zone de génie, mais grosso modo, ça tourne autour d'un média, en fait. Vous avez votre offre, ce que vous pouvez apporter au monde, ce qui vous génère de l'argent. Et après, il vous faut un canal pour communiquer votre offre et faire connaître votre offre. Donc, une fois que vous avez déterminé votre zone de génie, si vous êtes plutôt quelqu'un du texte, plutôt de l'audio, plutôt de la vidéo, vous mettez à fond dessus et vous en parlez. Et vous en parlez tous les jours. Et le changement d'état d'esprit, l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est qu'il faut être détaché du résultat. C'est-à-dire que ce que vous faites, votre objectif, c'est pas de faire 1 000 euros ou 10 000 euros par mois parce que vous n'avez pas de contrôle dessus. On n'a pas de contrôle sur le chiffre d'affaires. Par contre, on a le contrôle sur les actions qu'on fait chaque jour. Moi, je sais combien d'emails je peux écrire chaque jour ou combien d'emails je peux envoyer chaque semaine ou combien de podcasts je vais produire. C'est ça l'objectif. Oui, d'accord. Ouais, ça détend, ça détermine du coup un chiffre. Une fois qu'on connaît ce chiffre, on peut l'atteindre. C'est comme j'applique et j'enseigne le même principe pour mes clients côté développement physique, fitness. Vous n'avez pas de contrôle sur votre poids. Par contre, vous avez le contrôle sur le nombre de sessions, sur le fait de suivre le plan et sur le fait de suivre le plan de repas ou les plans d'entraînement. Voilà. Et si vous loupez une session, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la vue d'ensemble. D'accord. Donc, tu leur redonnes quelque part cette responsabilité de leurs actions. Exactement. C'est la responsabilité des actions. Et plutôt de se focaliser sur les métriques de résultats, se focaliser sur les métriques et plus exactement ce que j'appelle la métrique d'action principale. C'est la métrique sur laquelle on se concentre pendant 90 jours. Par exemple, si on veut construire, augmenter sa liste de 1000 personnes, de 1000 adresses, et qu'on détermine que sa façon préférée, c'est de décrocher des interviews, eh bien, je n'ai pas de contrôle sur le nombre d'interviews que je vais décrocher. Parce que ça dépend d'autres personnes. Est-ce qu'elles acceptent? Est-ce qu'elles vont prendre la peine, le temps de répondre? Par contre, j'ai le contrôle sur le nombre d'emails que je vais envoyer et le nombre de personnes que je vais contacter, le nombre de séminaires auxquels je vais participer. Voilà. Là-dessus, j'ai le contrôle. Donc, une fois qu'on a récupéré une métrique sur laquelle on a le contrôle, on écrit un chiffre et on détermine un plan quotidien pour atteindre ce chiffre, quotidien ou hebdomadaire. Mais c'est plus facile de faire une chose tous les jours que de la faire une fois par semaine.
C'est ça. Donc, vraiment mettre un plan d'action et ce plan d'action qui soit régulier et se détacher de la métrique des résultats. Ah, tout à fait. Oui, d'accord. Est-ce que tu aurais un autre conseil justement pour nos pilotes? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le copywriting est un incontournable? C'est incontournable de savoir donner envie aux gens de travailler avec soi. C'est ce qui permettra de survivre à toutes les crises. Donc soit vous êtes en mesure de convaincre les gens directement, soit il faut vous associer à quelqu'un qui sait faire. Mais oui, forcément, j'ai envie de dire le copywriting. Alors c'est pas le copywriting, c'est vraiment l'écriture, mais on va dire la capacité à persuader. Voilà. Comme ça peut se pratiquer à l'oral, à l'écrit, en vidéo. Copywriting, c'est vraiment spécialisé en écriture. Mais disons que c'est parfait pour les personnes plutôt introverties qui aiment écrire et qui veulent un moyen puissant et qui fonctionne depuis très 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 longtemps pour persuader. Voilà, qui a fait ses preuves. C'est ça aussi, c'est que il faut se raccrocher aux grands principes, aux principes qui marchent. Une fois que vous connaissez les quelques principes, vous pouvez appliquer les méthodes que vous voulez. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, si j'ai pas oublié, tu as un cadeau à faire part à nos pilotes? Alors oui, vous pouvez aller sur mon site et rejoindre ma liste email. De cette façon, tes pilotes pourront voir de l'intérieur comment je travaille, comment je construis ma liste, comment je présente mes offres. Donc mon site, alors il y a deux façons d'y arriver, c'est soit la journée de 33minutes.com, peut-être que tu mettras... Oui, je le mettrai dans le descriptif des pilotes, il n'y a pas de souci. Merci. Et soit jeremybambini.com, donc les deux amènent au même endroit. Et puis, si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous et vous recevrez des nouvelles de moi quotidiennement. C'est ça. Donc, Jérémy est modeste, mais voilà, dans ses mails, il y a vraiment des stratégies, des pépites au niveau du copywriting, des stratégies de web marketing. Donc, voilà, c'est des emails qui valent énormément, voilà, en termes de contenu et en termes de valeur. Donc, ça. Merci. Ouais. Donc, n'hésitez pas, je vous le mettrai dans le descriptif. Alors, on va terminer avec une petite question, Jérémy. Que dirait aujourd'hui le petit Jérémy de 7-8 ans en voyant ce que tu es devenu? Qu'est-ce qu'il dirait à 7-8 ans je sais pas, il me dirait ça fait quoi de voler en avion, parce qu'il y avait que ça qui m'intéressait à l'époque. Par rapport à la personne que tu es là aujourd'hui, justement, en ayant vu tout ton parcours, qu'est-ce qu'il pourrait te dire? Est-ce qu'il de ce que tu es devenu? Est-ce qu'il est fier de comment tu as pu vraiment décoller ta vie, ne pas écouter finalement ton entourage et suivre ton cœur finalement? Eh bien, c'est difficile de dire s'imaginer petit. Dans l'autre sens, oui, j'aurais dit au Jérémy de 7-8 ans, avec les parents de métro, ce que dirait... moi, je pense qu'il serait content de la liberté, oui, que j'ai acquise, parce que maintenant, je suis maître de mon emploi du temps. Je peux pratiquer les loisirs que je veux. Enfin, je sais que je peux me fixer un objectif et après faire ce qu'il faut pour l'atteindre, et que ça dépend avant tout de moi, quoi. Je peux en gros créer mon monde extérieur. C'est énorme pour ce petit garçon de 7-8 ans qui avait pas forcément un entourage qui le tirait vers le haut, tu vois, ou
Et là, du coup, c'est juste, voilà, c'est juste une satisfaction énorme pour un petit garçon de 7-8 ans de voir ce que tu as pu être. Donc, bravo à toi, Jérémy, en tout cas. Merci d'être aussi inspirant. Et, euh, Merci. et, et tes programmes, finalement, minimalistes ou alpha sont à ton image, c'est-à-dire ils sont non seulement dans la simplicité, authentique et impactant. Donc, tout est là. Donc, je vous invite les pilotes à aller découvrir les programmes de Jérémy qui vont faire justement la différence. Est-ce que tu aurais une petite citation qui te tient à cœur, que tu te répètes régulièrement? Tu parlais de minimalisme. Effectivement, c'est mon approche et ce qui me permet d'accomplir autant en si peu de temps. Et la première citation qui me vient et qui est liée à mon ancien métier, c'est de Saint-Exupéry. Ouais. J'ai eu la chance de voler avec son petit-fils et de l'avoir eu comme Ah, instructeur pendant un court moment. génial. La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Voilà. Tout est dit, je crois. C'est la simplicité même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy. Alors, où est-ce qu'on te retrouve sur Internet? Donc, c'est sur une journée de 33 minutes.com, La journée de la 33minutes.com. journée de 33 minutes.com, jérémybambini.com également, Mm. et sur les réseaux sociaux. Alors oui, j'ai aussi un compte Instagram si vous voulez plus voir un peu mon quotidien, faire la connaissance de Plume, Roxy et Colis. Enfin voilà, il y a C'est ça. mes bêtes. Ouais, c'est plutôt sur Instagram que vous D'accord. verrez ça. Et puis sinon après, mon automatisation fait que c'est copié un petit peu partout, mais on va dire que le réseau principal où je publie plus activement, c'est Instagram et j'ai commencé LinkedIn. D'accord, ok. Donc moi, ce que je vais faire, les pilotes, c'est que je vais vous mettre vraiment tous les réseaux sur lesquels Jérémy se trouve. Comme ça, vous pourrez y aller, vous pourrez rentrer en contact avec lui. Vous pourrez aller aussi sur les deux sites que Jérémy vous a proposés. Comme ça, vous recevrez ces mails pépites qu'il va vous donner quotidiennement. Et puis, si vous avez aimé cette interview, je vous invite à le liker et puis surtout à le partager à votre entourage, à d'autres pilotes qui ne connaissent pas encore Jérémy Bambini, voilà, pour avoir la chance de le connaître. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir fait l'honneur de participer à la chaîne d'École Ta Vie. Et je te dis à très vite. Merci à toi. Merci à toi, Ayette, et puis à très bientôt. J'espère encore en vrai. Mais avec plaisir, Jérémy.